Bismillah. C'était un voyageur anonyme, égaré dans la campagne déserte et hostile, dans le vent horizontal, sous les nuages bas et menaçants. Il n'avait rien de singulier ni de tragique. Pas de large manteau noir à pèlerine flottante, pas de bonnet de loutre, pas même de canne à bouffer. Non, c'était un brave voyageur sans prétention et sans rien de romanesque. Il avait le bout du nez tout rouge de froid et parfois de petites larmes rapides provoquées par le vent qui dansaient une seconde au bord de sa paupière avant de couler toute chaude sur sa joue. Le voyageur portait un vêtement de cuir comme un boucher ou un garagiste. Serré à la taille par une ceinture, il avait les mains enfoncées dans les poches et sur la tête un vieux feutre vert, avec une petite plume bleue très lisse dans le ruban. Il était botté de la boue jusqu'au mollet. Le chemin montait en pente douce vers l'horizon, un chemin de terre sans ornière, envahi par les herbes folles déjà flétries et pourries par l'hiver. De loin en loin, un bouquet d'arbres, toujours le même, aurait-on dit une touffe de maigres bouleaux, qui revenait continuellement dans le rayon de son regard, à tel point qu'il finissait par croire qu'il tournait en rond et que le chemin ne conduisait nulle part. C'était un paysage étrange et ignoré, comme parfois dans les rêves, ou tout aussi soudain, autour d'un point fixe, appartenant encore au réel. Une pierre grise, une taupinière durcie, une branche où l'on accroche désespérément son regard. Dans le ciel gris roulaient des nuages lourds, tristes, parfois déchirés par le vent. On les devinait au dessin qu'ils projetaient à terre comme une ombre, riche d'une neige qui ne voulait pas tomber. Une brume dense noyait la vallée d'où venait le voyageur. Malgré son dépit de ne rencontrer âme qui vive, il ne se sentait pas le courage de retourner sur ses pas. Cela lui paraissait vraiment au-dessus de ses forces. Il fallait préserver, persévérer, maîtriser la lassitude qui le gagnait, pousser de l'avant. Sans doute bientôt il apercevrait une maison. Il eut une surprise joyeuse, pareille à celle que peut donner la soudaine réalisation d'un vœu. Là, sur le plateau, comme sortie miraculeusement de terre basse, tassée sur elle-même, grisâtre, désolée entre quelques arbres ployés sous la rafale, il découvrait enfin la petite ferme dont il rêvait. Il soupira d'aise, et il trouverait là à s'abriter, à se réchauffer. Déjà il se voyait devant un bon feu crépitant dans l'âtre, les joues luisantes, à cheval sur une chaise, pieds et mains offerts à la flamme. Même peut-être derrière lui, sur une table sans nappe bien récurée, la fermière poserait un grand bol de soupe épaisse et fumante. Il se sentait ragaillardi, il hâta le pas, plus léger, moins las, presque heureux. Il aurait voulu siffloter de plaisir, mais ses lèvres glacées ne s'arrondissaient pas comme il l'aurait fallu. Son refrain fut seulement intérieur, mais le chemin lui parut plus court et son pas plus rapide. La ferme était campée sur une butte. Il l'escalada par un étroit sentier glissant et longea la façade. Elle était sans porte, dans le mur bombé aux pierres effritées, couverte de mousse morte, où tremblait par place un petit squelette séché de plantes ou de fleurs. Une fenêtre grillagée. Il se haussa sur la pointe des pieds et voulut regarder, indiscret. Il recula de saisissement. Un visage était là, derrière la vitre terne, à le considérer avec une impassibilité désolée. Un visage qui se retira vivement et dont il ne retint que l'expression lassée et le regard fiévreux. Homme ou femme, il n'aurait pu dire. Seulement cette humilité de la souffrance acceptée et autour du cou une écharpe d'un jonc sale, seule note un peu vive dans cette grisaille de pierre et de chair. Le voyageur contourna une aile, prit à droite et se trouva devant une lourde grille de fer qui donnait accès à la cour. Au mur, une cloche sans bâton dont le câble rouillé, privé de poignée, se tortillait dans le vent. La grille poussée grinça, puis retomba lourdement derrière l'intrus, singulière impression de silence et d'emprisonnement. Le pavé était gras et moussu. De petits bâtiments délabrés avaient dû servir jadis d'écurie, de hangar ou de remise. Ils étaient à présent sans emploi, à voir les fenêtres sans vitres et les portes qui pendaient lamentablement hors de leurs gonds.
Les toitures d'ardoise ou de chaume étaient crevées en de nombreux endroits et l'on voyait au travers le squelette des charpentes rongées. Dans une niche où la paille pourrie ne faisait plus qu'une couche de boue noirâtre, on distinguait encore une écuelle de bois et un morceau d'os tout blanc, bien nettoyé par les mouches et les fourmis. Il manquait à la stérile et comique agitation des poules allant et venant, s'ébrouant dans la poussière, ou les abois d'un chien tirant sur sa chaîne, ou même seulement le bruit sourd d'un cheval piaffant dans la pénombre de son écurie. Rien, le silence, une infinie tristesse montait de ces lieux désertés, de ce tragique abandon des choses. Devant la porte, un paillasson de fer, tout heureux, retourné au sol, si incrusté, cherchait à disparaître. Il avait cessé d'être utile et se faisait oublier de son mieux. Le voyageur ne lui fit pas l'affront d'y frotter ses pieds englués de glace. Il poussa la porte. Le froid l'accueillit, plus cru que celui du dehors. Le froid du vide, de l'oubli. Il domina le trouble qui l'étreignait et frappa l'un contre l'autre ses pieds crottés. Puis il cria. Ouh. Sa voix résonnait drôlement dans cette grande pièce nue, sans un meuble, mal éclairé, côté court par une fenêtre tapissée de toiles d'araignée, se chevauchant. Rien ne bougeait, nul bruit dans toute la maison. Il appela encore, signalant sa présence. Ouh. Quelqu'un? Il attendit un peu, marcha vers l'escalier, s'appuya à la rampe et regarda. Toujours rien. Il monta. Les marches résonnaient sous son pas. Il frappa du poing une porte interdisant l'accès de l'étage. Cela fit un bruit énorme, terrifiant, comme un coup de tonnerre. La porte s'ouvrit brusquement. Il tendit l'oreille, puis se mit à siffler familièrement avant de s'aventurer davantage. Il se trouvait maintenant dans une pièce vide, très grande, tenant à la fois du grenier et du hangar. De la poussière sous ses pieds, en un tapis presque moelleux. Près de la cheminée, énormes blocs de pierre jaunâtres, de petites plumes de duvet, qui s'émurent et tremblèrent à son passage, et des fientes d'oiseaux, sèches et blanches. Dans un coin, quelques fagots poudrés par le temps, c'était tout. Là non plus, il ne trouverait rien. Il redescendit, curieuse habitation mal conçue, divisée horizontalement en deux grandes pièces, inhospitalières et désertes. Il ne comprenait plus. Il avait vu de ce bon temps quelqu'un avant d'entrer, qui se cachait sans doute à présent. Un rôdeur peut-être dans cette ferme abandonnée. Alors il pensa à la cave. Il en ouvrit la porte avec peine et descendit prudemment les marches inégales de pierre grasse. En craquant des allumettes, il ne distingua rien tout d'abord. Une fois sous la voûte basse, pliée en deux pour ne point la heurter, il inspecta soigneusement les lieux avec au bout des doigts une petite flamme vacillante qu'il dut rallumer à plusieurs reprises. Des murs humides et nus avec seulement, oublié à un piton, un cerceau rouillé provenant de quelques barriques. L'air était glacé, cela sentait l'alarme, l'anxiété, des craintes anciennes encore incrustées dans les moellons inégaux, toujours présentes, inapaisées. Il prit peur et remonta précipitamment. Cette grande pièce nue avait dû servir jadis à la fois de cuisine et de chambre à coucher. Il y avisait à présent un lit-coffre qu'il n'avait pas remarqué tout d'abord. En bois foncé, faisant corps avec la muraille, sans doute quelqu'un y reposait-il. Malade, infirme, sourd à ses appels, muet peut-être ou même agonisant, qui sait, mort. Il s'en approcha. Des planches seulement, solidement fixées au mur, sans matelas ni literie. Cependant, à l'endroit ancien de l'oreiller, un vieux livre de cuir moisi qui devait sentir la tombe et qu'il n'osa toucher. Il se sentait triste, frustré, irrité. Il fut sur le point de s'en aller, de repartir à travers la lande hostile, de chercher, fût-ce au prix de 1000 peines nouvelles, un moins décevant asile. C'est alors qu'il distingua, non loin de la petite fenêtre grillagée, où il avait entrevu une seconde un visage humain. N'était-ce pas son propre reflet dans la vitre après tout? Un fauteuil de cuir sombre, capitonné, terni, crevé en main endroit, et d'où sortait,
avec des touffes de crin noir, une fade odeur de vermine invisible et grouillante. Le voyageur s'avança machinalement pour regarder au dehors. Il devait, pour apercevoir la campagne, se pencher assez fort. Aussi, tout naturellement, se laissa-t-il choir dans le fauteuil qui gémit. Il eut à cette seconde une très bizarre et très désagréable impression, celle d'être enlacé par un être vivant, avide de son contact. Il n'était pas fâché, cependant, d'être assis. Il mesurait soudain la lassitude de l'étrange qu'il avait gagné peu à peu au cours de sa vaine randonnée. Il se sentait épuisé, sans courage, très veule. En soupirant, il déboutonna son manteau. Il se sentait bien ainsi, affalé comme il l'était, les mains aux accoudoirs ternis, le dos appuyé à la rondeur incurvée de ce cuir mou. Il se pencha un peu en avant et put, presque sans effort, le nez contre la vitre, embrasser d'un seul coup d'œil la campagne déserte et désolée. Il distinguait très bien le chemin par lequel il était monté peu de temps auparavant, attiré par cette fermette isolée et son air d'hospitalité douloureuse. Le vent soufflait toujours avec une tragique lassitude. Des corbeaux tournoyaient dans le ciel, au bord du grand champ noir. Quelques bouleaux tordus grelottaient toujours désespérément. Il pensa, un vrai chemin à voir passer sans bruit, une berline maudite conduite par un cocher mort. Une curieuse somnolence le gagnait. Pour peu, il se serait assoupi. Il dut faire effort pour ne point se laisser aller. Quelque chose d'ailleurs, dans cette solitude immense, se mouvait à présent. On eût dit une silhouette humaine, vêtue de noir, qui s'éloignait avec une hâte maladroite, refaisant en sens inverse le chemin qu'il avait parcouru. Il ne pouvait distinguer s'il s'agissait d'une femme épuisée de fatigue ou d'un vieillard infirme, tant la marche de cet être était cassée, hésitante, douloureuse. Cela trottinait avec effort, butait, courait un peu durant quelques mètres, ralentissait pour souffler. Quelle étrange et misérable panique! Cela donnait l'impression d'une ivresse sordide, d'un égarement halluciné, à tout prendre. On pouvait se demander si cette démarche ridicule et très sautante ne provenait pas plutôt d'une vieille ankylose, difficile à vaincre, d'une réadaptation malaisée à l'usage des jambes. Un geste plus désordonné de ce mystérieux personnage permit au voyageur d'entrevoir, rejeté sur l'épaule, le pan d'une écharpe jaune qui flottait tout à coup, très distincte. Et cette couleur rapidement aperçue évoqua un souvenir tout récent, celui d'un visage derrière une fenêtre grillagée, un visage gris tranchant sur une étoffe jaune sale. Le voyageur alors crut comprendre. La silhouette là-bas qui s'éloignait ne pouvait être que le solitaire et tragique habitant de la maison, celui qu'il avait cherché en vain dans les pièces vides, dans la cave, au grenier, celui dont le regard désespéré et suppliant lui était apparu à la fenêtre, à cette même fenêtre où il se trouvait à présent, un peu hébété, à guetter à son tour. Alors un éclair de lucidité lui permit d'entrevoir son sort tragique. Il venait inconsciemment de prendre la place de cet être à présent en fuite. Il était là, rivé à son tour au sinistre fauteuil de cuir, attendre désespérément son visage angoissé à la maudite fenêtre protégée d'un grillage. C'était lui désormais qui attendrait, lui qui s'épuiserait dans l'espoir, peut-être vain, d'une providentielle délivrance, lui qui perdrait peu à peu l'usage de ses membres, s'abrutirait, se paralyserait chaque jour davantage, la face collée à cette vitre maudite. Il avait pris son tour stupidement, fatalement. Pour combien d'années? Pour l'éternité sans doute. Il était devenu l'occupant de la maison oubliée, la maison de la présence désolée.